D'accord, ça roule. Et Mathieu, pareil, la forme, tout va bien? Ouais, on a eu juste un petit problème de son, mais c'est bon, j'ai débloqué tout Ah, ça. d'accord. Excusez-nous pour le Ça petit y est, c'est problème. résolu. Donc les gens vont bien, je Donc, résume, ça va ensemble. Il y en a qui révisent les examens, mais ça va, excusez-nous. Et on est parti, je pense. voilà. Et bon, bah, c'est parfait. Donc, j'imagine qu'on était mute jusqu'à maintenant. Du coup, bonsoir à nouveau. Du coup, bah, ce soir, on est là, voilà, on est là pour avoir une petite discussion tranquille avec tout le monde afin de, voilà, de discuter un peu de l'international, cette fameuse chose que tout le monde a envie de vivre, mais personne ne sait ce que c'est. Du coup, voilà, on va pouvoir discuter un petit peu plus avec justement donc Martin et Émilie. Donc on va, ouais, vraiment, ça va être très discussion, beaucoup moins podcast que jusqu'à maintenant. On va être, voilà, plus dans l'improvisation, dans la discussion. Déjà, premièrement, donc, bah, déjà présentez-vous parce que tout le monde n'a pas forcément, ne vous connaît pas forcément. Et puis peut-être, ne sait-on pas, peut-être dans les années futures, peut-être que cette vidéo sera relayée, etc. Donc qui êtes-vous? On va commencer par Émilie. Présente-toi un petit peu, Du coup, moi, je s'il te m'appelle plaît. Émilie Lafont, je suis en deuxième année de thèse et je fais une thèse en co-tutelle avec le Canada, ce qui veut dire que je dépends de deux laboratoires, un qui est juste en face de votre école, du coup, le laboratoire Hubert Curien, et l'autre qui se situe à Ottawa. Et du coup, il y a 2 ans, j'étais encore à l'école comme vous et j'avais suivi le parcours optique photonique à Télécom. D'accord. Ok, super. Et toi alors, Martin? Eh ben, moi, Martin Blanchard, je suis encore à Télécom en Phys 3. J'ai pris le parcours Image Info et donc là, je suis en stage de fin d'études au laboratoire Hubert Curien et j'ai postulé pour une thèse en co-tutelle avec le Canada, moi aussi. Enfin Ah voilà. bah voilà. D'accord, super. Vous rapprocher un peu dans les, dans les parcours, quoi, entre guillemets. Et Ouais. donc vous êtes tous les 2 partis, en fait, à l'international. Alors où est-ce que vous êtes partis? Qu'est-ce que vous avez fait? Et combien de temps aussi? Waouh. Ah ouais, on n'est pas là pour être ici. Tu veux commencer, Martin, ou pas? Eh bah, allez, je commence. Du coup, moi, je suis parti en Lituanie, à Vilnius. Donc, si vous voyez pas où est la Lituanie, les 3 pays baltes en Europe, c'est celui qui est en bas. Euh, voilà, donc D'accord. je suis parti donc le semestre dernier, donc de fin août à fin décembre. Donc 4 mois qui auraient dû être 5, mais qui ont été réduits à cause du Covid. Voilà. D'accord. OK, super. T'es parti Et avec toi, qui, Émilie? juste Alors, Martin? Bah, du coup, je suis parti seul. Il y a personne d'autre de Télécom qui est parti. Il devait y avoir une deuxième personne, mais qui a laissé tomber au dernier moment, à cause du Covid, entre autres, parce que ça compliquait quand même pas mal de choses. Donc au final, je suis parti vraiment tout seul, et c'était en plus la première année que l'échange avec la Lituanie s'ouvrait, donc je suis parti un peu en éclaireur. ah oui, d'accord, ouais, tu servi un peu de crash test pour l'école, quoi. Un Carrément, peu. même. D'accord, super. Et toi, Émilie, alors? Et moi, du coup, bah, je suis partie à 2 reprises au Canada. La première fois, c'était dans le cadre de mes études à Télécom pour mon stage de fin d'études. Et j'étais partie du côté de Québec City. Donc j'avais trouvé un laboratoire qui était prêt à me proposer un stage. De base, ça devait être 6 mois, mais tu vois, moi, c'est pas le Covid, c'est les galères administratives qui l'ont réduit à 5 mois parce que c'était la première année qui mettait en place la collecte de données biométriques et c'était un bazar sans nom. Donc du coup, Ah ouais. j'ai reçu ma réponse bien après les délais qui m'avait donné. Et la deuxième fois, c'était dans le cadre de ma thèse cette fois-ci, et c'était, ben, comme je suis en co-tutelle, pour faire un premier séjour dans mon second laboratoire. Et cette fois, c'était à Ottawa, pardon, ouais, j'ai oublié de préciser, c'était du coup dans la partie, enfin en Ontario, et cette fois, ils parlaient anglais et plus français. Ah Ça oui, d'accord, compte. parce que ton premier stage, tu l'as fait en France, enfin, entre guillemets, dans le Canada français, et le deuxième dans le Canada anglais, c'est bien ça? C'est ça, ouais, exactement. OK, super. Et ça t'a suffi un petit peu pour améliorer un petit peu ton niveau en anglais, quelque chose comme ça? Pour être honnête, la première fois que je suis partie pour mon stage de fin d'études, pas vraiment, parce que la plupart des étudiants, du coup, parlaient français. Il y avait beaucoup de Français même qui étaient venus en thèse ou en stage. Et par contre, oui, carrément, même si je suis partie la deuxième fois moins de temps, au final, je suis partie 3 mois et demi, alors que la première fois, c'était 5 mois.
Et quand je suis partie avec une autre étudiante qui, elle aussi, est en co-tutelle avec le Canada, mais qui est indienne, donc qui parle pas un mot de français. Et elle m'a dit qu'elle avait vraiment senti une progression fulgurante, enfin, que ça n'avait rien à voir avec les premières fois où on avait échangé, donc je dirais ouais, carrément. Ok, super. Vraiment bénéf. Toi, alors, du coup, Martin, t'as pu apprendre le lituanien un petit peu? Ouais, alors un petit peu vraiment, parce que j'avais, je crois 3 heures de cours par semaine de lituanien, donc c'est pas D'accord. non plus, énorme. Mais du coup, ouais, la communication se faisait surtout en anglais, notamment, avec, les autres étudiants. Après, dans la vie de tous les jours, ça dépend les personnes. Les gens qui sont un peu plus âgés ne parlent pas un mot d'anglais, ils parlent lituanien ou russe et je maîtrisais aucune des 2 langues en arrivant. Donc Pas voilà, forcément les notamment, langues les quand je plus suis arrivé faciles. dans ma résidence, à l'accueil, c'était, lituanien, russe ou allemand. J'ai eu un peu de chance, de ce côté-là. D'accord. Et alors, ouais, à moins que tu avais une question, Mathieu? Mais, Non, non, je voulais juste demander, quand j'étais avec qui tout à l'heure, c'était vraiment organisme. Est-ce que c'était Ah! Erasmus ou c'est l'école directe? Parce qu'après, je sais qu'aussi avec le Canada, c'est différent. Euh, Est-ce que t'es parti avec Erasmus du coup, Martin? Ouais, moi c'est en Erasmus, et en fait c'est l'université de Vilnius qui est membre de l'alliance Arcus, dont fait aussi partie l'université de Lyon. Donc c'est pour ça qu'en fait l'échange s'ouvrait que pour la première fois l'année dernière avec la fusion des universités de saint et de Lyon. Et du coup, ouais, c'est un Erasmus assez classique en fait que j'ai fait. J'ai pas eu de. OK, super. Et juste, Et, Martin, tes cours, ils étaient en anglais, du coup? Ouais, mes cours étaient en anglais. Ok. ouf, ouf, parce qu'en lituanien, ça aurait pas été marrant? C'est ça. Alors, en vrai, il y a des cours où des fois le prof, enfin certains élèves, enfin les élèves essayaient de jouer le jeu et de poser les questions en anglais, mais des fois, quand ils n'arrivaient pas en anglais, ils commençaient à poser des questions en lituanien. Et il y avait un prof en particulier qui, quand on commençait à lui parler en lituanien, ne s'arrêtait plus et continuait que en lituanien. Waouh. Et bon, il y avait du coup des élèves sympas qui essayaient de le faire revenir un peu à l'anglais ou qui nous traduisaient aussi ses réponses et ce qu'il disait. Mais il y a des moments, ouais, surtout que c'était la cryptographie, donc en lituanien, c'est un peu compliqué. C'est pas forcément le sujet le plus facile du monde non Ouais, plus. déjà en français, il y a des trucs assez costauds, alors en lituanien. OK, OK. Et d'un point de vue expérience, entre guillemets, ça fait quoi de voilà, de partir dans un pays, de te dire: «OK, je» enfin, en fait, c'est surtout quand tu es dans le pays, ça te fait quoi de voilà, d'arriver dans un pays où tu ne comprends pas ce qui est marqué? Enfin, j'imagine que c'est ce qui s'est passé, en fait. Tu ne comprends pas ce qui est Ouais. marqué, tu comprends pas ce que les gens disent, tu comprends enfin, tu t'es senti un peu perdu ou ça va? Ça s'est pas trop mal passé? Heu, En vrai, ouais, un peu, d'autant Ouais. que quand je suis arrivé, j'ai dû faire une quatorzaine, en sortant de l'aéroport. J'ai Mmh. passé 14 jours, à l'hôtel, dans une chambre, sans sortir, avec, comme contact simplement le personnel de l'hôtel qui m'amenait mes repas. Donc déjà la langue, je l'ai quand même pas bien entendue parce que ça se résumait à juste, «Hello» et voilà. Heu, donc ouais, en sortant, j'étais un peu livré à moi-même. Et en fait, ça, quand même, l'université de Vilnius nous avait attribué, en tout cas tous les étudiants Erasmus avaient un genre de parrain lituanien qui leur a été attribué. Donc j'ai pu quand même discuter avec ma marraine, qui m'a quand même bien aidé, notamment sur tout ce qui était transport à la sortie de l'hôtel. Mais ouais, c'est vrai que sur le coup, ça fait bizarre et surtout, ouais, comme j'expliquais tout à l'heure, quand je suis arrivé dans ma résidence, donc en sortant de l'hôtel, à l'accueil, j'ai commencé à parler en anglais. Le gars me répond juste Where are you from? Et je dis bah, je suis français. Il commence à me parler en allemand. Voilà, ça a commencé un peu bizarrement. C'était un peu compliqué au début, mais en fait, à partir du moment où j'étais dans la résidence, j'ai rencontré des gens qui étaient là depuis un peu plus long, hein, depuis déjà quelques jours, semaines, et qui m'ont guidé, qui m'ont aidé, et après, passer ce petit moment-là de l'arrivée, c'était vraiment, j'ai pas eu de soucis, particuliers. Ouais, tu as pas eu de soucis, tu as pas eu enfin, une fois que tu étais lancé, en fait, tout roulait à peu près? Voilà, une fois que tout roulait, bon, il y a encore eu, des soucis avec le covid où j'ai été reconfiné plus tard, en fait, en fait, sur 4 mois, j'ai passé 2 mois «normaux» entre guillemets, et de début novembre, quelque chose comme le 7 ou le 8 novembre, je me souviens plus exactement, mais ils ont fermé tous les bars, tous les Ah oui. commerces, et quelques semaines après, ils ont vraiment confiné, on sortait plus du tout,
Ouais, Donc c'était donc c'était full distance. ouais, bah, déjà la plupart des cours étaient en distanciel, sauf les cours, bah, D'accord. de langue, parce que bon, c'est quand même bien plus pratique, en présentiel, mais donc sur la fin du semestre, ouais, ils ont été obligés de tout passer en distanciel. Donc D'accord, en ouais. vrai, ouais, j'ai passé 4 mois sur place, mais il y a 2 mois où j'ai pu vraiment profiter et les 2 derniers mois, bah, je sortais pas, sauf pour faire les courses, donc c'est pas super comme expérience, mais bon. Mmh. Ouais, j'imagine. OK, et toi, Émilie, du coup, c'est juste, donc au niveau de enfin, tu es partie, dans le cadre du stage, en fait, c'est bien ça? Donc si tu arrives à trouver un stage là-bas, après tu peux partir sans trop de problème? Il y a pas mal de galères administratives avant. En fait, moi, le souci, c'est que, comme j'avais choisi l'option de faire un double diplôme en fin d'année, pour ceux qui ont regardé un petit peu en optique, on peut faire, on peut comment alors ça s'appelle c'était les masters TIC et santé sur, Montpellier. Et du coup, moi, il fallait que je fasse valider ce stage. Enfin, il fallait que je choisisse le stage de sorte à ce qu'il me permette de valider les deux formations qui n'avaient pas forcément les mêmes exigences. Et du coup, il a fallu faire les démarches en parallèle, mais des fois, c'était pas exactement les mêmes choses qui étaient demandées pour chaque région. Enfin, c'était un peu la galère. Et moi, le souci, ça n'a pas été de réussir à lire, parce que du coup, au Québec, ça va, c'est écrit en français, mais c'était de trouver des écriteaux, parce que comme je suis arrivée en plein hiver, bah, il y avait de la neige partout. Du coup, je voyais pas les panneaux avec le nom des rues. Et comme j'ai expliqué que j'ai eu un peu, enfin, que j'ai eu des galères administratives avant d'arriver, en gros, le jour où j'ai su que c'était bon, j'avais mon permis, qu'on allait pouvoir me remettre mon permis de travail là-bas, en gros, 3 jours après, je prenais l'avion, je suis arrivée, le lendemain, je commençais mon stage, et comme il faisait moins je sais plus combien, enfin en tout cas, c'était tellement froid que si vous voulez, mon portable, il m'écrivait «Désolé, votre appareil est en dehors des seuils Non. de température pour lequel il est prévu», donc il coupait. Du coup, franchement, j'étais obligée de vite aller dans des petits sas, que mon portable se réchauffe, et essayer de voir par où je devais passer, parce que vraiment, le nom des rues était pas lisible nulle part, quoi. Ah ouais. C'était... Mais ça doit être paniquant même. Enfin, genre Ouais, après, la différence du coup, c'est que eux, ils font toujours en sorte, dans tous les bâtiments bah, du genre université ou public en général, on va dire, de laisser un petit sas. Et c'est la porte d'après qui est verrouillée, comme ça, si jamais vraiment t'as super froid, tu peux te réchauffer et repartir après, quoi. Mais ouais, c'était stressant la première fois, ouais. oh punaise, tu m'étonnes, et ça va le froid au Canada, ça se survit, enfin on arrive à survivre? Ouais, franchement, moi je suis vraiment une grosse frileuse. Je supporte super mal le froid, mais quand on est bien équipé, ça va. Après, plus vous allez au nord, pire c'est, quoi. Faut se dire, moi, Québec, je me souvenais que c'était très froid. J'avais eu la neige jusqu'à début mai, sans exagérer, je pense, ouais, début mai. Et là, par exemple, quand j'y suis retournée, mais dans le cadre de ma thèse, j'étais à Ottawa et j'avais dit à ma petite collègue indienne, prends du chaud, Priya, tu vas voir, il va vraiment faire froid. Et au final, comme c'était plus dans le sud, bah, l'hiver s'est terminé bien plus tôt que la première fois où j'étais allée à Québec. Donc non, ça D'accord, survit quand même, hein, premier. OK, super. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et alors, est-ce que vous êtes, je sais pas, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça vous a réellement apporté quelque chose? Est-ce que ça vous a réellement apporté quelque chose? Est-ce que, voilà, ça a été vraiment bénéf de partir à l'international et tout? Est-ce que vous le recommanderiez? Qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Bah, Peut-être je sais Émilie pas en si tu veux premier. commencer, Qu'est-ce que tu Émilie, penses? ou Tu peux y aller si tu veux. allez. Bah, du coup, moi, même si, l'expérience a été un peu mitigée à cause du covid, en vrai, je le recommande parce que, ne serait-ce qu'au niveau des cours, j'ai quand même appris des choses tout bêtement, hein, Mmh. donc de ce côté-là, c'est déjà enrichissant d'un point de vue, ben, des études, quoi, du point de vue des études. Et après, il y a quand même aussi, alors, moi je vis chez mes parents, j'ai quand même eu une fois un appartement, mais je suis quand même resté assez longtemps chez mes parents, donc c'était un premier essai enfin un deuxième essai d'indépendance parce que voilà. Mais c'est vrai que c'est pas pareil que juste, d'être encore en France. Il y a vraiment un côté où il faut se débrouiller un peu plus encore et c'est vraiment quelque chose que moi j'ai vraiment aimé, me faire tout seul, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et surtout, c'est pas, enfin, j'allais dire, c'est un changement un peu de style de vie. Parce qu'on même si, moi je suis resté dans l'Europe, donc c'est quand même pas si lointain que ça. Il y a beaucoup de choses qu'on a en France et qu'il y a pas en Lituanie. Heu, Par exemple, je sais en France, on mange beaucoup de yaourts en dessert, des trucs comme ça. En Lituanie, il y en a pas. Les seuls yaourts qu'il y a, c'est du yaourt à boire, des grandes bouteilles d'un litre, quoi. Tout bêtement, Wow. des plein de trucs au niveau, de la cuisine, au niveau de trucs comme ça. Il y a, des trucs tout bêtes, mais qui sont complètement différents
Du coup, ouais, c'est marrant de voir ça et d'essayer de s'y adapter et finalement, bah, de s'y faire et de trouver ça tout à fait aussi normal que son mode de vie, classique, quoi. OK, super. Et pour toi alors, Émilie? Moi, je suis assez d'accord avec Martin dans le sens où, ben, au final, j'ai eu de la chance parce que ma première expérience à l'international, il y a pas eu le Covid, mais c'est vrai que la seconde, bah, je m'étais dit, c'était quand même même si c'est hyper formateur et enrichissant, c'était quand même un peu un sacrifice parce que moi, je suis très famille et c'est vrai que je m'étais dit, ben, quitte à partir, tu vas vraiment profiter de ton expérience à l'international et au final, ben, comme Martin, du coup, confinement, restrictions, Ouais, donc on n'en profite pas du tout pareil. Mais après, je trouve que c'est ultra formateur parce que, comme a dit Martin, en fait, déjà, il y a beaucoup de démarches à mener administratives pour avoir le droit d'y aller. ouais, Ensuite, moi, je me souviens, Martin, je sais pas si c'était ton cas, mais que je voulais vraiment demander le moins possible, moi, à mes parents financièrement. Et du coup, j'ai monté des tonnes de dossiers de bourse pour tout financer. ouais, Donc, non, vraiment, je pense que c'est une plus-value pour la suite, quel que soit le parcours professionnel qu'on envisage. Et moi, entre autres, ça m'a donné l'opportunité après parce que, en gros, j'avais fait une première expérience dans un laboratoire, mais français. Et après, ils sont revenus vers moi pendant que j'étais en stage de fin d'études au Canada en me disant, Émilie, on aurait une thèse qui pourrait te plaire et il y aurait une co-tutelle avec le Canada. Est-ce que ça te dirait de rencontrer ton potentiel deuxième directeur de thèse si tu signes? Donc du coup, j'ai pu directement aller le voir. Ça, c'était super, Oh, vraiment tout bénef. génial. Et l'autre chose, c'est que je trouve, alors après, je sais pas si c'était le cas en Lituanie, parce que tu as dit niveau langue, c'était pas toujours ça pour échanger, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé qu'au Canada, par rapport à la France, il y avait beaucoup moins de jugement, alors qu'ils parlent, souvent ils parlent très bien anglais et français par exemple, et moi j'ai toujours eu un peu honte, même si j'étais très scolaire, donc à l'écrit ça allait, je me débrouillais, je mettais des belles tournures, mais à l'oral j'avais toujours peur de mal prononcer, donc souvent je disais rien. Et au Canada, ils sont pas du tout dans le jugement. Et moi, je pense que mon premier séjour, ça m'a appris ça, que de toute façon, il fallait oser parce que c'était en pratiquant que j'allais peu à peu diminuer mes erreurs. Et au final, c'est lors de ma dernière expérience, quand je suis partie pour ma thèse, que j'ai rencontré que des collègues en fait qui parlaient qu'anglais, parce qu'au final, il y avait que mon directeur de thèse qui parlait français, et ça m'a obligée à parler. Et franchement, c'est génial parce qu'en plus, particulièrement, moi, je trouve en laboratoire, mais après, c'est personnel aussi. On a un petit peu toutes les nationalités et c'est hyper enrichissant d'échanger sur les cultures, pas forcément même du pays où on est parti, mais d'autre part aussi. Moi, j'ai adoré échanger avec ma petite collègue indienne parce que, comme tu le disais, Martin, c'est là qu'on découvre qu'il y a des choses qui sont complètement différentes par rapport à la France, quoi que ce soit au Canada ou en Inde. Là, en l'occurrence, c'était complètement fou, quoi. ouais. Et je voulais, moi, rebondir un peu sur le côté, de la langue. En fait, s'il y en a qui nous regardent et qui se disent: «Je suis pas très à l'aise avec l'anglais», notamment à l'oral, en fait, vraiment, moi, du coup, j'étais en résidence étudiante, donc il y avait des étudiants d'énormément de nationalités différentes et en fait, tous ont un accent du pays d'où ils viennent et on arrive très bien à se comprendre. Faut vraiment pas se En France, on a un truc où on a tendance à un peu, ouais, juger les gens qui parlent, en anglais avec un accent français, alors qu'en vrai, tout le monde s'en fiche. Tout le monde parle avec l'accent de son pays et tout le monde arrive à se comprendre et faut vraiment pas faire un blocage sur l'oral parce que, de toute façon, vous trouverez des gens qui sont meilleurs que vous trouverez des gens qui sont moins bons que vous et tant que vous arrivez à vous faire comprendre, c'est l'essentiel. Il faut vraiment pas s'embêter, à vouloir, à tout prix, avoir un bel accent, faire forcément des phrases très compliquées, à l'oral, vous allez quand on parle, on va vraiment à l'essentiel et c'est le plus important. Il faut vraiment pas avoir peur de parler à l'oral, c'est pas si compliqué que ça. Et apparemment même dans un pays enfin, dont tu ne connais pas la langue quoi, apparemment. Ouais, du coup, je veux dire, en anglais, ouais, en fait, oui, si tu es dans un pays qui n'est pas anglophone, de base, parler en anglais, c'est si tu tombes sur quelqu'un qui parle anglais, il sera tout de suite beaucoup plus enfin, il sera, alors je sais pas, mais je pense qu'il est très compréhensif par rapport aux erreurs que tu peux faire en anglais ou par rapport à ta prononciation parce que lui-même, il est pas parfait donc et après même en lituanien, alors c'est un peu particulier parce que du coup, le lituanien, c'est parlé vraiment que en Lituanie et donc quand j'essayais de parler lituanien aux gens que je croisais et ben, en fait, la plupart du temps, ils étaient très contents que j'essaye de leur parler en lituanien, que je fasse l'effort parce qu'il y a personne en fait, il y a quasiment pas d'étrangers qui parlent lituanien donc voilà, ils essayaient de t'encourager et ça leur faisait plaisir plus qu'autre chose quoi donc ouais, faut pas faire de blocage à l'oral, c'est vraiment pas grave, même si vous faites des phrases, qui n'ont ni queue ni tête, au final, vous arriverez à vous faire comprendre d'une manière ou d'une autre. D'accord, ouais, là on souligne vraiment un truc hyper intéressant qui est que la langue n'est pas une barrière en fait.
Alors, Et... Ah, pardon, vas-y. ouais. Alors, pour la communication avec les autres, non, vraiment, c'est pas une grosse barrière. Après, au niveau des cours, moi, du coup, j'ai eu des cours en anglais. Il y a certains moments où ça peut être pénalisant si on parle pas bien anglais, notamment quand suivre un cours en anglais, c'est quand même différent de juste avoir une conversation en anglais. Donc ça peut être plus dur. Mais s'il y a des supports écrits, ça va encore. Mais c'est un peu plus dur de suivre des cours en anglais, ça peut être un peu bloquant encore que. Mais la communication entre personnes, c'est vraiment pas un gros problème. Et moi, j'aurais juste rajouté du coup que si vous avez l'opportunité, après ça peut être compliqué parce que moi, c'est vrai que Priya, au final, qui est partie avec moi, je la connaissais pas tant que ça avant, je l'avais vue une ou deux fois, mais franchement, je trouve que quand on a l'occasion d'être en colocation avec des étudiants étrangers, c'est ce qu'il y a de mieux parce que on a moins ce stress d'essayer de bien s'exprimer parce Ouais. que quand tu es devant un prof, je trouve par exemple, ou quelqu'un que tu vas estimer comme supérieur à toi en termes de hiérarchie, c'est vrai que ça peut être beaucoup plus oppressant de se dire ah, si je fais la petite faute, est-ce qu'il va me juger direct? Est-ce que du coup le reste, le contenu, le message que je veux passer, ben, en fait ça va s'arrêter parce que j'aurais fait une bêtise? Alors que les étudiants sont hyper compréhensifs et du coup ben, moi je pense que c'est plus que le fait d'avoir eu à échanger avec mes collègues, même si c'était quotidiennement, je pense que c'était vraiment le fait d'être avec une amie maintenant indienne et de pouvoir échanger sur tout le quotidien, tout le temps, qui m'a vraiment aidé à progresser. Ok, super. Impeccable. As-tu des petites interrogations, Mathieu? Bah après, j'ai fait aussi un petit peu. Bon, je suis parti un peu en Angleterre aussi, donc j'ai vécu ça sur des plus courtes périodes, je pense. Des 15 jours dans des familles anglaises tout seul avec des étrangers. Donc, c'est vraiment des expériences qui sont vraiment enrichissantes. Mais c'est surtout, moi, la période qui me paraissait la plus dure, c'est vraiment le début, les premiers jours, où il y a cette sensation de machine à laver. On est entouré de gens qui parlent une autre langue, notre cerveau faut qu'il réfléchisse beaucoup plus à essayer de comprendre, interpréter, lire les gestes sur le visage, enfin comprendre les gestes, lire sur le visage, les émotions, etc. Comment vous avez vécu ça? Parce que vraiment le soir, quand j'allais me coucher après une journée où j'avais que de l'anglais, j'étais vanné et je me doute que ça doit être encore pire en lituanien. Comment vous avez vécu cette petite période qui est un peu difficile, mais je pense qu'est l'adaptation, hein, qui est forcément liée. Nouveau rythme de vie, nouvelle alimentation, nouvelle organisation, plus nouvelle langue. Comment est-ce que vous avez surpassé un peu ces petites épreuves, on va dire, du début, quoi? Bah, je sais pas si tu veux commencer à répondre. C'est toujours la question. Ouais, on sait jamais. Bah, si tu veux, ouais. Bah, franchement, au début, même quand c'est pas forcément la même langue, moi je me souviens quand du coup j'ai débarqué, c'était une résidence étudiante, moi aussi, tu vois, Martin, la première fois quand j'ai fait mon stage de fin d'études, et je me souviens que je demandais où est-ce qu'on pouvait trouver une épicerie. Et la dame, elle m'a dit, bah là, il y a un dépanneur. J'ai pas compris pourquoi elle me parlait de dépanneur parce que je lui avais jamais parlé de voiture. Donc c'est vrai qu'au début c'est pas c'est pas évident. Et à la fin je pense qu'on en rigole en fait parce que les gens ils voient tout de suite déjà l'accent. Même quand ça parle français par exemple au Québec, vous êtes tout de suite fiché, on sait que vous êtes français avec l'accent. Donc je pense que les gens sont vraiment dans la compréhension et honnêtement moi en tout cas j'ai trouvé qu'au Canada mes deux expériences enfin je suis toujours tombée sur des personnes qui du coup m'ont exprimé de la sympathie quand ils voyaient que je galérais. Donc c'est vrai que c'est éreintant, comme tu dis, je trouve. Moi, je me souviens les premières journées au laboratoire, quand l'ancien bras droit de mon directeur canadien me prenait toute la journée, me disait, alors là, t'injectes telle molécule, tel ratio. Enfin, j'en pouvais plus parce qu'en plus, c'était du vocabulaire scientifique. Donc, des fois, tu lui faisais répéter, tu te sentais bête, puis t'arrivais pas à poser la question correctement pour qu'il comprenne. Donc, ouais, les premiers jours, j'étais fatiguée, mais après, franchement, c'est des bons souvenirs, hein, on en rigole bien, quoi, moi, je trouve. Bah, du coup, moi, je vais répondre à mon tour. Honnêtement, moi, j'ai pas eu trop de soucis, alors à passer vraiment les tout débuts, avec enfin, où je expliquais à l'arrivée à la résidence. J'ai pas eu trop de soucis avec la langue parce que du coup, ouais, mais j'étais en fait, entouré de gens qui du coup ne parlaient presque tous en anglais, mais venaient tous de pays différents et du coup, tout le monde avait un peu des difficultés à se comprendre. Ce qui faisait qu'au final, tout le monde faisait un peu des efforts en fait, on a tous très vite développé, je sais pas comment dire, une espèce de technique pour comprendre ce que veut dire l'autre, même si, comme moi j'ai tendance à pas finir mes phrases en français, et ben, on a tous développé une espèce de technique comme ça où on arrivait à comprendre, tous se comprendre, même sans faire des phrases parfaitement construites, vraiment finies ou quoi que ce soit.
Donc j'ai pas vraiment eu de soucis à me mettre dans le bain, à comprendre, à faire un effort pour comprendre ce qu'on me dit. C'est arrivé assez naturellement en fait. Et après du coup, pour le lituanien, c'est différent parce que l'anglais, du coup, c'est une langue que je maîtrise plus ou moins. Enfin, oui, on peut dire que je la maîtrise, quoi. Donc ça allait, mais alors que le lituanien, j'étais pas dans la même démarche. Vu que je débutais vraiment de zéro. Quand quelqu'un me parlait, j'essayais pas vraiment de comprendre ce qu'il dit parce que j'en étais pas vraiment capable, mais plutôt de reconnaître, d'essayer de reconnaître certains mots, de bien reconnaître la prononciation, des choses comme ça. Donc pour le lituanien, en fait, c'était pas vraiment la même démarche que d'essayer de comprendre les gens qui me parlent en anglais, et c'était peut-être plus compliqué, mais c'était pas non plus, j'étais pas à l'oral, j'étais pas si confronté que ça. C'était plus à l'écrit quand je me baladais. Oui, c'est sûr, partout c'est écrit en lituanien. Et du coup, on s'entraîne. Le premier réflexe, c'est s'entraîner à lire tout ce qu'on voit, essayer de le prononcer comme il faut. Et au final, ça va assez vite et on s'y fait franchement rapidement. Ouais, tu réussi à t'y faire quand même à cette langue qui était parce qu'en fait complètement inconnue à la base. Tu Ouais, maintenant ouais, réussi j'avais à avoir des aucune idée bases? j'avais déjà vu deux, trois noms lituaniens, des basketteurs, des choses comme ça, quoi. Mais en fait, c'est allé assez vite parce que c'est une langue qui est pas très dure à apprendre, notamment au niveau de la prononciation. C'est vraiment pas dur à prononcer, surtout pour un français parce qu'ils ont des distinctions entre et est que nous on arrive à faire en français assez naturellement, alors que pour certaines personnes c'est la même chose. Donc pour un français c'est assez facile à prononcer et en plus ouais, toutes les lettres se prononcent toujours la même manière, donc ça c'est super. Et toutes se prononcent, donc c'est à lire, à prononcer, c'est vraiment super simple. Après, pour ceux qui ont fait de l'allemand, c'est une langue à déclinaison. Donc c'est un peu, et il y a plus de cas qu'en allemand. Je sais plus combien il y en a, 6 ou 7, je crois. Mais il y en a Ah un qui est oui. quasiment pas utilisé, donc comme en allemand. Et en fait, ouais, j'ai découvert que la plupart des langues des pays de l'Est, notamment les langues slaves, la plupart étaient à déclinaison. Le russe, c'est une langue à déclinaison, qui en a pas mal aussi. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est le finlandais aussi, c'est une langue à déclinaison, mais eux, ils ont vraiment fait n'importe quoi. Ils en ont 16, c'est n'importe. Enfin, ça, voilà. Mais alors ouais, c'est une langue à déclinaison, donc le lituanien, mais c'est quand même je trouve ça plus intuitif que la déclinaison en allemand au final, parce que vu il y a plus de cas, on pourrait se dire c'est plus dur, mais en fait du coup on comprend mieux quand utiliser quel cas. Et on a moins à réfléchir, à se dire ok donc là le mot il y a dans telle position dans la phrase, tel cas grammatical, du coup je dois accorder comme ça. En lituanien c'est plus naturel. Alors c'est pas non plus super simple, faut quand même apprendre les tableaux de déclinaison, tout ça. Mais je trouve que ça vient plus facilement qu'en allemand et ça reste. Après, j'ai pas non plus appris énormément la langue, mais de ce que j'ai vu, ça reste assez facile à apprendre. OK, super cool. Je voulais vous poser une question qui était un peu plus, bon voilà, en prenant un peu plus de recul. Est-ce que vous conseilleriez à n'importe qui de faire un voyage à l'international? C'est Attends, une je vraie peux question parce commencer. que Allez. ouais, vas-y Émilie? Alors à Ou n'importe vas-y, ouais. qui, peut-être pas n'importe qui, parce que du coup moi ce que j'ai remarqué, notamment à cause de mes péripéties dues au Covid, c'est que du coup quand j'étais confiné, je me suis très vite senti très seul. Parce que j'avais quand même réussi à me faire des amis, j'avais rencontré pas mal de monde, mais je suis le genre de gars qui n'envoie jamais de messages aux gens. Je discute pas par message avec les gens, ou en tout cas très peu. Et du coup, je gardais pas de contact régulier avec les gens, et du coup, je suis très vite senti très seul pendant le confinement, en tout cas vis-à-vis des gens que j'ai rencontrés en Lituanie. J'avais quand même mes amis français qui je continuais à discuter sur Discord ou par message, mais j'ai au final gardé peu de liens avec les gens de Lituanie. Donc je pense qu'il faut quand même être un petit peu extraverti, mais c'est pas non plus être, je sais pas, être, enfin, faut pas non plus être toujours collé au basket des gens, hein, mais même, genre, juste, ouais, être un minimum extraverti pour réussir à se faire, ne serait-ce que deux, trois amis mais garder vraiment le contact avec eux. Mais voilà, c'est juste, moi, du coup, ce que j'ai ressenti, mais c'est encore une fois dans un contexte particulier à cause du Covid. Voilà, je dirais, mais c'est pas non plus, si vous êtes, enfin,
faut pas, si vous aimez pas vous forcer à aller vers les gens, vous en faites pas, il y a des gens qui vont venir vers vous. Donc ça marche aussi dans les deux sens en fait. Faut dire que tout le monde est dans la même situation. Donc si vous n'aimez pas aller vers les gens, c'est pas très grave parce qu'il y a des gens qui vont venir vers vous. Voilà. Mais quand même, voilà, ne pas avoir une timidité maladive, quoi. C'est tout. D'accord, ok, super. Et toi, Émilie, pareil? Qu'est-ce que tu en penses? Oui et non. Alors peut-être plus nuancé, parce que moi, comme Martin, du coup, quand je suis partie dans le cadre de ma thèse, c'est vrai que j'ai dû faire 14 jours à l'hôtel et c'était très très long. Ouais. Mais par contre, je dirais plus, moi j'étais plus sur les démarches, traumatisée Ouais. des démarches, et je dirais qu'en fonction du caractère et de l'autonomie qu'on a, plutôt opter pour quelque chose de guidé ou pas. C'est-à-dire que par exemple, à Télécom, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais moi en tout cas, le ressenti que j'ai eu, c'est que par exemple, mon chéri qui est parti faire un échange, au Canada aussi, mais pas dans la même ville, c'était vachement plus guidé parce que c'était des partenariats avec l'école, alors que moi j'ai vraiment beaucoup plus dû me débrouiller comme c'était un stage avec un laboratoire qui n'était pas fiché du tout, grâce à des stages d'anciens candidats, des choses comme ça. Et là, par exemple, moi, ma co-tutelle dont je parlais tout à l'heure, je suis la première avec ma collègue indienne à faire cette co-tutelle avec Ottawa. Donc, du coup, pour les suivants, ça va être plus facile. Mais il a fallu négocier toutes les conventions, les choses comme ça. Et du coup, quand on est... Alors là, c'est négocié, c'est vrai qu'on était plus encadré presque pour la co-tutelle. Mais ouais, en fonction de de notre caractère, moi je dirais regarder ce qu'il faut anticiper avant comme démarche, parce que ça, franchement, si on n'est pas prêt, ça peut vite vous mettre en l'air l'expérience avant même qu'elle ait commencé. D'accord, ouais, ok. Donc faut bien faire gaffe, Ouais. à la préparation des trucs. Du coup, Ouais? ouais, je vais rebondir là-dessus. Du coup, ouais, moi j'avais dit tout à l'heure, c'était la première fois que il y avait un échange entre Télécom Saint-Étienne et l'université de Vilnius. Et au niveau, ouais, des démarches administratives, vraiment en amont, donc tout ce qui était inscription à l'université, ça s'est plutôt bien passé, même s'il y a eu quelques soucis, mais ça c'était vraiment lié à moi pour certains trucs, genre comme la carte européenne d'assurance maladie. J'ai eu Ah, quelques soucis parce qu'en fait, il faut normalement la commander sur internet via votre compte Amélie, mais moi j'en avais pas et je pouvais pas en créer. Sauf que pour en créer, il fallait aller dans une CPAM qui était fermée à cause du Covid. Enfin voilà, c'est une situation particulière, je pense pas que ça arrivera à tout le monde et donc voilà. Mais après, c'est plus au moment du départ où, j'ai eu quelques consignes de l'université de Vilnius, mais pas plus que ça et en fait, j'ai eu un souci, au moment de prendre l'avion. L'université de Vilnius m'avait dit, voilà: «Il faut, à votre arrivée, que vous ayez un test, PCR négatif de moins de 72 heures. Si vous n'en avez pas, on peut vous le faire passer sur place». Je dis: «Bah, OK, super». Les délais pour passer un test PCR étaient, un peu longs, donc j'étais pas sûr de pouvoir en faire un à temps. Je dis: «Bah, c'est pas grave, je prends l'avion et je le fais en arrivant». Sauf que du coup, j'ai pris l'avion, je suis allé à Lyon pour à l'aéroport. Ils m'ont dit, «Vous avez pas votre test PCR?» Je dis: «Bah, non, on m'a dit que je pouvais le faire sur place». Ils disent: «Mais pourtant la compagnie, l'impose pour monter dans l'avion». Je fais: «Bah, écoutez, moi, c'est pas ce qu'on m'a dit». On dit: «Bon, écoutez, on vous laisse, prendre l'avion», parce que je faisais Lyon-Paris, puis Paris-Vilnius. «On vous laisse prendre l'avion jusqu'à Paris et à Paris, par contre, Air Baltic ne m'a pas laissé rentrer dans l'avion». Ils m'ont dit: «On c'est il faut c'est, il y a que soit les Lituaniens de nationalité ou les résidents lituaniens qui ont le droit de faire leur test en arrivant». Je fais: ah «Ah, mais ouais. moi, c'est pas comme ça qu'on me l'avait vendu». Et du coup, je dis: «Bah, on est désolé, mais on peut pas vous laisser monter dans l'avion». Donc je j'ai pas pu prendre l'avion, le jour où je pensais le prendre. J'ai pas pu me faire rembourser mon billet parce qu'ils ont dit: «Non, c'est une clause qui est vraiment Mm. marquée au moment de l'achat du billet». Je fais: «Putain, ouais, super». Et du coup, j'ai dû, en urgence trouver un moyen de passer un test PCR sur Paris. Donc en vrai, ça allait, j'ai eu un peu de chance parce que je suis arrivé, il y a un centre pour faire des tests à l'aéroport Charles de Gaulle. Je suis arrivé, je me suis fait refouler de l'avion genre 15 minutes avant son ouverture, donc nickel, j'ai pu m'insérer dans la file. Et après, j'ai dû me reloger, trouver un logement sur Paris, pour me dépanner, reprendre un billet d'avion et repartir, donc ouais, il y a eu quelques ratés, en termes de communication. Je Voilà, c'est encore une fois lié au Covid, donc ça n'arrivera peut-être pas à ceux qui partiront après. Et puis peut-être que du coup, la communication entre Télécom et l'université de Vilnius se sera, un peu améliorée. Même si en vrai l'université de Vilnius, ils ont après pendant la suite du séjour, ils ont toujours été, très réactifs, dès que j'avais une question, ils répondaient très rapidement, Par exemple pour le test PCR pour le retour, j'aurais demandé, «Est-ce que vous connaissez des centres où je peux me faire tester?»
et qui parlent anglais. Et ils ont dit ouais, ils m'ont répondu dans la journée, ils m'ont envoyé toute une liste de centres qui étaient disponibles. Donc voilà, ils ont. Excusez-moi, je reviens juste dans 1 minute, j'ai un problème, j'ai mon propriétaire qui est juste à la porte et il faut absolument que j'aille voir. Pas Je de te reviens tout souci. de suite. Pas de souci. Bah, sinon, si vous voulez, moi, c'est pareil. Je peux rebondir sur ce que tu as dit, Martin, parce que c'est exactement ça. Souvent, les universités, c'est à double tranchant parce qu'on a l'impression, enfin, moi, en tout cas, j'ai eu l'impression, par exemple, que les universités, en général, au Canada, communiquaient plus, justement, à propos du Covid, qu'elles essayaient de plus nous tenir au courant que ce que l'université de Saint-Étienne peut le faire, par exemple. Mais c'est vrai que bah, moi, je suis tombée un peu de haut aussi sur des trucs comme ça où, au contraire de toi, en fait, moi, quand je demandais des endroits où je pouvais passer des tests PCR, parce que j'avais trouvé un logement dans la région du Québec, mais du coup, je travaillais en Ontario, par contre, soit ils m'envoyaient vers des centres qui ne prenaient pas les personnes qui revenaient en Europe, soit c'était pas couvert. Enfin, si vous faisiez partie. Non, pardon, si vous étiez assuré par une assurance étudiante, donc celle dont moi je bénéficiais, ça fonctionnait pas. J'ai découvert que j'étais pas couverte si jamais je me faisais hospitaliser. Et quand j'ai voulu souscrire, on m'a dit ah mais en fait c'est fait automatiquement que si vous venez au semestre d'automne, si vous venez au semestre d'hiver, il faut contacter telle dame. Et je lui ai dit bah ouais mais ok mais ça c'est marqué où? À nulle part, il faut le savoir. Bah franchement c'est vrai que si on n'est pas débrouille, Ouais. c'est un petit peu la galère. Et comme toi, quand j'ai voulu revenir au Canada, quand j'ai voulu revenir en France, pardon, j'avais ma collègue indienne qui, pendant plusieurs semaines, me disait ah, ils t'ont pas annulé ton vol de retour, toi, parce qu'on repartait pas en même temps. Et je lui disais bah non, non, moi il est maintenu. Puis elle me disait ah bah moi c'est déjà la troisième fois qu'il me le change. Puis au moment où j'ai voulu prendre rendez-vous pour les tests PCR, je me suis dit tiens, ça vaut quand même le coup peut-être de jeter un coup d'œil, voir si le vol il est toujours d'actualité. Et là j'ai plus vu le vol, donc j'ai dû écrire à mon laboratoire. Il y a un petit problème là, mon vol il apparaît plus sur le site de la compagnie. Et on m'a dit, ah oui, effectivement, bah, du coup, il faut vous le changer. Donc, ils m'ont pris un autre vol. Et quand j'ai regardé, c'était un vol où j'étais obligée de transiter par l'Allemagne. Et à l'époque, l'Allemagne avait dit, ben, on demande un test de moins de 48 heures, mais pour les personnes dont la destination finale est l'Allemagne. Sous-entendu, Ouais. bah, ceux qui sont susceptibles de propager en Allemagne. Et moi, je transitais, donc je m'étais dit, ben, c'est bon. Et je sais pas, peut-être quelques jours ou une semaine après, ils ont dû changer les règles. Et du coup, quand je suis arrivée à l'aéroport, on m'a dit, et votre test de moins de 48 heures, il est où? J'aurais dit, bah non, moi j'ai un PCR de moins de 72 heures, mais j'ai pas un moins de 48 heures. Donc moi j'ai eu plus de chance que toi, parce que du coup, comme c'était un test rapide qu'ils acceptaient, j'ai appelé, j'étais allée super tôt à l'aéroport, j'avais dû sentir le truc, je sais pas. Et je suis allée passer le test et je suis revenue à l'aéroport pour prendre l'avion. Mais c'est vrai que quand on n'est pas débrouille, il faut tout vérifier en fait, il faut faire confiance Ouais. à personne, quoi. Ah oui, chaud quand même. Mais après, là, c'est vrai qu'on est resté sur les caractères négatifs, mais après, c'est tellement enrichissant. En vrai, ça vaut le coup, c'est juste que c'est vrai que là, en ce moment, c'est pas forcément la période idéale pour y aller parce que du coup, les démarches, elles sont plus longues, plus complexes. Enfin, il y a toujours plus de choses, quoi. Mais non, franchement, sinon, c'est quand même à faire. Enfin, je veux dire, le jeu en vaut la chandelle, en tout cas, moi, je trouve. Ouais. Puis ce que je voulais rajouter, c'est toi, Émilie, du coup, tu as eu des soucis au niveau de l'assurance, des trucs comme ça. Si vous partez dans l'Union européenne, vous aurez beaucoup moins de soucis de ce niveau-là. Vous Vraiment. commandez une carte européenne d'assurance maladie et c'est gagné. Vous pouvez souscrire à une complémentaire santé si vraiment vous voulez être tranquille au maximum. Mais il y a quand même beaucoup moins de démarches administratives à faire si vous partez en Erasmus, parce que du coup, l'Union européenne se charge d'une grosse partie de tous les soucis, donc les universités se chargent d'une grosse partie de la chose, quoi. Donc, si vous partez en dehors de l'Europe, ouais, il y aura des démarches en plus à faire, c'est certain. Mais si vous restez en Europe, et encore, Europe, c'est Union européenne, mais même certains pays ne font pas partie de l'Union européenne et pourtant font partie du programme Erasmus. Je crois que c'est le cas de la Norvège, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, en Europe, ça reste quand même assez. Les démarches administratives restent assez simples. Ok, super. Impeccable. Super. Est-ce qu'on a des... Bon, je vois qu'on n'a pas trop de retour au niveau du Twitch, c'est pas bien grave. Est-ce que tu as d'autres idées un petit peu, Mathieu? Bah après c'est vrai que bon c'est pas contre vous mais c'est un peu dommage que vous ayez pas forcément pu voir bien le pays parce qu'on aurait pu aborder aussi bah, les coutumes locales ou la bouffe. Je pense que si vous avez pu manger, je pense qu'en tant que Français bah après je vous laisserai échanger là-dessus parce que je pense qu'il y a aussi des choses à dire. Même si on voyage pas forcément beaucoup, on mange quand même et donc on peut tester des choses et je pense que ça peut être des choses intéressantes sur lesquelles échanger parce qu'en tant que Français on est vraiment attaché à tout ça.
Moi personnellement, ma baguette me manque dès que je sors des frontières. Donc je suis attaché à quelques petits trucs et je sais que c'est des choses que je retrouverai pas en dehors des frontières françaises. Est-ce qu'il y a eu des choses voilà comme ça et qui vous ont plu hein? Parce que je sais que par exemple la poutine peut être très très bonne euh, et qu'il y a des plats comme ça assez typiques qui peuvent être très très bons. Et il y a voilà niveau bouffe ou niveau culture aussi dans les pays. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a moins plu? Ou paru étrange? Qu'est-ce qui vous a plus voilà vos zones de confort? Qu'est-ce qui sortait un peu de nos mœurs à nous français? Bah, je vais te laisser Martin, je vais te donner la parole cette fois-ci parce que si je lance Allez. pas en l'air comme ça. Du coup, en Lituanie, la gastronomie, c'est assez. Vu que c'est un pays de l'Est de l'Europe et où il fait globalement pas très beau ni très chaud, la gastronomie, ça tourne autour de la patate, du chou, de la betterave. Voilà, et donc c'est des trucs assez rustiques, on va dire. Mais il y a quand même deux, trois trucs un peu typiques et un peu plutôt pas mal. Alors, du coup, si vous aimez la betterave, il y a un plat qui est vraiment typique de la Lituanie, c'est le shalti barščiai, je crois. C'est une soupe de betterave froide avec plein de crème fraîche, ce qui fait que c'est rose fluo, mais littéralement. Et du coup, ouais, il y a ça qui est surprenant visuellement et gustativement. Mais moi, j'ai pas aimé parce que je déteste la betterave, mais c'est un autre débat. Après, si vous voyagez dans le pays, il y a notamment au bord de la Baltique, il y a énormément de trucs liés aux poissons et ils ont des trucs qui font des grillades de poissons qui sont très 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 bonnes. Après, ils ont aussi plein d'autres. Ils ont des plats, ouais, qui sont des. C'est un peu. Je crois qu'en Allemagne, il y a à peu près la même chose où c'est des pommes de terre mélangées à de la mie de pain. Ils écrasent des pommes de terre mélangées de la mie de pain et ils fourrent ça avec de la viande ou n'importe quoi. Je sais plus comment ça s'appelle en allemand, mais je sais que ça existe aussi. Voilà, mais c'est une cuisine qui est rustique, on va dire. C'est le mot qui convient le mieux, quoi. C'est si vous voilà, c'est c'est pas de la haute gastronomie, mais c'est vraiment je pense que c'est un peu le même principe que le Canada. Il fait froid, donc il faut se nourrir pour tenir. Voilà, C'est ça. donc, ils font des trucs qui tiennent au ventre et qui sont efficaces, quoi. Ils vont à l'essentiel, on va dire. Mais c'est pas mauvais, hein. Et alors j'ai rajouté pour Mathieu, il mange quand même pas mal de pain et t'arrivais à trouver des baguettes en supermarché. Il y a pas vraiment de boulangerie, mais en supermarché tu trouves du pain et j'ai réussi à trouver des baguettes. Voilà. Me voilà rassuré. Me voilà rassuré. Un pays civilisé enfin. Et juste avant de te laisser la parole, Émilie, niveau culturel, enfin niveau de la culture, déjà, bon, je pense qu'ils sont un peu plus dans l'est, donc les heures de soleil, enfin l'ensoleillement n'est pas forcément peut-être le même. Après, voilà. Est-ce que aussi le niveau de la culture, la manière de vivre, t'as senti des différences qui t'ont paru un peu, enfin, pas bizarre, mais qui t'ont un peu changé de tes habitudes? Alors je suis désolé si j'ai eu une petite coupure au milieu de ta phrase, j'ai pas tout compris. Ok. Du coup, je disais, y a pas de souci. Au niveau des mœurs culturelles, puis au niveau du rythme de vie, je disais l'ensoleillement n'est pas forcément le même dans ce pays, dans ces pays-là. Comment est-ce que voilà, comment t'as vécu ça? Qu'est-ce qui t'a paru étrange ou en tout cas différent dans ce pays? Euh, du coup, déjà au niveau de l'ensoleillement, c'est vrai que c'est un peu plus au nord que la France, donc il y a un peu moins d'heures d'ensoleillement, mais on est quand même ça reste à peu près normal, quoi. C'est pas non plus. Je pense que si vous allez dans les pays dans la Scandinavie, c'est largement pire. Mais c'est vrai que il fait nuit assez tôt, et du coup, les gens ont tendance à manger assez tôt. Mais en fait, c'est vraiment, c'est au bon vouloir des gens. Enfin, c'est genre, les gens mangent quand ils ont faim, et en fait, bah, ils mangent tôt parce que ils ont faim, quoi. Point. C'est un peu. C'est comme ça, mais donc niveau des repas, ouais, c'est à peu près comme en France. Par contre, il y a certains trucs qui sont assez particuliers, notamment les gens sourient très peu. C'est pas qu'ils sont pas contents, c'est pas qu'ils sont voilà, ils aiment pas les autres, ils veulent pas parler. Non, c'est comme ça. Les gens que tu ne connais pas, tu souris pas spécialement avec eux parce que t'as pas de raison d'être souriant, quoi. Alors avec tes amis, avec ta famille, tu peux être
exubérant autant que tu veux, mais dans la rue, tu croisais, en fait, souvent, quand tu croisais des gens, enfin, que tu commençais à engager une conversation avec quelqu'un pour X ou Y raison, bah, les gens étaient, si tu voyais quelqu'un sourire, il y avait de fortes chances que ce soit un étranger ou alors c'était un jeune, quoi. Mais les gens un peu plus âgés nous sourient très peu. Et pas, comme je disais, pas par méchanceté ou quoi que ce soit, c'est juste, bah, c'est comme ça. Donc ça fait un peu bizarre. Et il y a un autre truc que j'ai appris aussi qui est un peu étrange, c'est une petite coutume bizarre. Quand vous dites bonjour, ou que donc vous serrez la main ou que vous dites bonjour, il faut que vous soyez, si vous êtes, vous pouvez pas être d'un côté et de l'autre d'une porte. C'est-à-dire que si voilà, vous êtes devant un bâtiment, que vous dites bonjour, s'il y en a un qui est sur le pas de la porte à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, il faut pas, ça porte malheur. Il faut être du même côté de la porte. Donc ça m'est déjà arrivé qu'il y ait j'ai un ami lituanien, une fois je commençais à lui dire bonjour, je rentrais dans un bar et lui était à la porte, je commence à lui tendre la main pour lui dire bonjour. Du coup, il m'a attrapé la main, mais il m'a ramené vers lui à l'intérieur pour vraiment me la serrer, quoi. Donc c'est juste c'est un petit truc comme ça, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça, ça porte malheur. Voilà, il y a des petits Ok. trucs, mais sinon, globalement, la culture est pas si différente que ça de la France. Alors en fait, un petit peu quand même, mais si vous êtes déjà allé en Allemagne, la différence n'est pas énorme. Et c'est plus, je pense que, même si la Russie est pas très loin, je pense que culturellement, ils sont plus proches de la Pologne ou de l'Allemagne que de la Russie. Et Ouais, du coup, ça diffère du bizarre. coup, je rajoute encore un truc. Ouais, proximité avec la Pologne, ils sont quand même assez religieux. Il y a énormément d'églises à Vilnius, que ce soit des églises catholiques ou protestantes ou orthodoxes. Il y en a énormément. Et il y a aussi, alors malheureusement beaucoup moins depuis une certaine période de l'histoire, mais il y a aussi une grosse communauté juive et il y a pas mal de synagogues et de trucs comme ça à Vilnius. Mais les gens sont globalement très religieux en Lituanie. Ok, super. Et toi alors, Émilie? Bah moi, pour revenir du coup sur la nourriture, c'est vrai qu'au Canada, bah forcément, comme l'hiver est très froid, en fin de compte, c'est un peu comme s'ils avaient que deux saisons, parce que souvent le printemps et l'automne durent très peu de temps. Franchement, moi, le printemps, quand j'y étais, parce que la première fois que je suis partie, du coup, j'y suis allée de mars à août, si je dis pas de bêtises. Et franchement, le printemps, je sais pas, il a dû durer grand maximum 3 semaines, quoi. 2, 3 semaines, mais pas plus. C'était vraiment hiver-été. Et du coup, forcément, bah, ils font des choses aussi qui tiennent au corps, parce que quand il fait jusqu'à -40, ben voilà, il faut tenir. Donc, bah, il y a la traditionnelle poutine, comme tu as dit tout à l'heure. Donc ça, c'est super sympa. Moi, c'est vrai que c'est la première chose que mes collègues étudiants m'ont proposé d'aller manger avec eux pour me faire découvrir la culture de là-bas. C'est un peu leur raclette à eux, sauf que eux, ils en ont autant envie en hiver qu'en été. Et moi, je vous avoue que la raclette, même si j'adore ça en été, eux, ah si, d'ailleurs, raclette, ils ont ça. Enfin, moi, quand j'en avais parlé avec des gens qui m'avaient pris en covoiturage, mais ils m'avaient dit que pour eux, raclette, c'était des mini pizzas. Enfin, ça n'avait rien à voir avec ce que nous, on appelle raclette, quoi. Ils ne sont pas civilisés, hein. Ensuite, un truc que j'avais adoré, moi, franchement, s'il y en a après qui regardent la vidéo et qui sont sur le live, là, un truc que je conseille vraiment si vous partez vers mars-avril, c'est d'aller manger dans les érablières. C'est des... je sais plus comment ils appellent ça, cabane à sucre aussi. Et en gros, souvent, ils sont pas très loin de grandes plantations d'érables. Et ils récoltent l'érable. Et après, quand c'est la saison justement où ils récoltent et où ils font la nouvelle récolte, du coup, ils font plein de plats typiques de là-bas. Donc, ben, typiquement, les fèves à l'érable. En fait, ils mettent de l'érable dans tout. Donc, dans le bacon, dans les fèves, partout où vous voulez, vous pouvez mettre de l'érable. Et pour vous donner une idée, nous, il n'y avait pas des pichets pour l'eau, nous, c'était des pichets d'érable, en fait, sur les tables. Donc, vraiment, vous pouviez en mettre à foison sur tout ce que vous vouliez. Après, ben, traditionnellement, oui, le sirop d'érable, du coup. Ils font beaucoup de beurre de pomme aussi là-bas. Moi, ce que j'avais adoré faire aussi à la cabane à sucre, du coup, ce qui est très sympa, c'est que souvent, ils chantent des chansons traditionnelles de là-bas. Alors franchement, je me souviens plus des paroles parce que c'était que du... Je sais pas comment appeler... Ce serait pas patois, mais si, patois québécois, on va dire. En tant que je comprenais pas tout. Mais ce que j'avais adoré, c'est qu'à la fin...
comme il y a encore de la neige à cette période de l'année, du coup, ils ont une sorte de grande table très longue et fine sur laquelle ils laissent la neige et après ils font couler de l'érable et ils mettent des bâtons en bois dedans et ça s'appelle la tire à l'érable et du coup le principe c'est de l'érable chaud du coup et qui durcit un petit peu parce qu'il y a la neige et ça fait un choc thermique et après vous mangez ça. Alors vous en foutez plein la barbe pour les garçons et plein les cheveux pour les filles mais franchement ça vaut vraiment le coup de le faire, c'est typique. Moi, c'est le truc que je regrette de ne pas avoir pu faire avec ma collègue Priya. Là, je lui avais dit, il faut que je t'emmène quelque part, puis on n'a pas pu le faire avec le Covid. Après, ils font aussi ce qu'on appelle, ça souvent, ça fait rire, des queues de castor. Et du coup, c'est pas de la vraie queue de castor, c'est un beignet frit, en gros. Donc, franchement, je sais pas trop à quoi on pourrait le comparer en France. Parce que c'est pas comme les beignets du carnaval pour nous, c'est vraiment quelque chose de plus mou. Franchement, j'ai pas trop d'équivalent, je dirais. Peut-être une gaufre, mais vous voyez, avec moins de pâte à l'intérieur et beaucoup plus frites. Et du coup, par-dessus, ils mettent soit du chocolat, soit des pommes à la cannelle. Enfin, on va toujours dans le plus gras et le plus sucré. Donc ouais, voilà, niveau gastronomie, enfin nourriture en général, moi, c'est surtout ça qui m'a marqué. Ensuite, pour tout ce qui est culturel, moi, ce que j'avais trouvé... Alors après, c'est peut-être moi, je sais pas, mais en tout cas, à chaque fois que j'étais au Canada, j'ai trouvé que les gens allaient beaucoup plus facilement vers les autres. Et je me souviens que ça m'avait même choquée parce que quand j'étais arrivée à l'aéroport la première fois, donc à Québec, il y avait un couple de personnes âgées. Donc moi, j'ai déjà tendance à vous voyez quand je connais pas, mais d'autant plus si c'est des personnes âgées. Et elle m'avait tout de suite dit, mais tu rigoles, tu vas nous tutoyer, oui, comme ça, alors que je les connaissais pas du tout. Et moi, ça m'avait marqué parce que j'arrivais pas à les tutoyer, du coup, mais ils étaient adorables. Ah si, ils disent beaucoup, tu veux-tu aller manger une poutine ou des choses comme ça c'est rigolo, le tu veux-tu, tu manges-tu, ils le mettent à toutes les sauces. Qu'est-ce que j'avais d'autre qui m'avait fait rire? Si, j'avais mon directeur de thèse, enfin pas mon directeur de thèse, pardon, mon encadrant de stage, quand j'avais été là-bas, je me souviens, la première fois que je suis entrée dans son bureau, il m'a dit, tu veux-tu te tirer une bûche, ce sera pas bien long. Je l'ai regardé parce que moi, tirer une bûche, je me suis dit, est-ce que ça veut dire fumer? Et en fait, c'est juste une expression de bûcheron là-bas, parce qu'à l'époque, du coup, ils tiraient comme des souches, on va dire, pour s'asseoir. Donc, tu veux te tirer une bûche pour t'asseoir parce que ce sera pas très long. Donc non, il y a plein de trucs comme ça, il n'y a pas besoin forcément que ce soit une autre langue pour pas très bien comprendre. Moi, ça m'avait bien fait rire. Et comme tu disais, Martin, c'est pareil qu'ils ont un peu cette culture de manger très tôt, du coup. C'est vrai que les restaurants, à 20h, comme en France, c'est normal que ce soit ouvert. Là-bas, ils commencent à fermer, limite, parce qu'ils mangent plutôt vers 18h le soir. Et aussi, ils faisaient des journées... Alors, ça, c'est pareil, je sais pas si c'est... typique des laboratoires où j'ai été. Alors, je parle pas des doctorants, parce que là, c'est encore différent. Mais en général, les gens qui ont un poste, enfin, doctorant aussi, c'est un poste, mais c'est, je veux dire, un statut fixe, on va dire, plus en tant qu'étudiant, ils faisaient des journées beaucoup plus courtes. Ce qui faisait que moi, souvent, j'étais la première à arriver au laboratoire parce que les gens arrivaient plutôt 9h30, 10h et repartaient à 15h. Donc ça, ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment un décalage au niveau du rythme. Et paradoxalement, c'est vrai que le laboratoire, il était ouvert 24h/24. Moi, ça m'est déjà arrivé, du coup, d'en profiter pour aller faire des manips le samedi, mais... Ouais, ils ont un rythme complètement différent. Alors, est-ce que c'est dû justement, peut-être parce qu'en hiver, du coup, ils ont des journées plus courtes et qu'ils essayent de venir juste sur la partie de la journée ensoleillée, je sais pas. Mais c'est vrai que les journées en général étaient beaucoup plus courtes pour eux. Et après, non, franchement, comme ça, je vois pas d'autres choses. Mais non, c'est un super... Enfin, je sais pas si on peut dire pays, du coup, parce qu'il y a tous les petits sous-États, on va dire, toutes les petites provinces. Mais non, franchement, moi, c'est vrai que sinon, j'ai adoré mes expériences. Et à chaque fois, je suis tombée sur des gens vraiment hyper ouverts qui, au contraire, c'est vrai, Martin, du coup, était très souriant, très avenant, et puis qui adore la France, souvent. Donc, moi, c'est déjà arrivé, par exemple, ma sœur est venue me rendre visite. Il y a un monsieur qui est venu, c'était un commerçant qui lui a fait un baise-main, qui lui a dit, vous venez de la France, vous êtes nos héros, la France c'est génial. Et moi, par exemple, quand j'ai été là pour ma co-tutelle dans mon laboratoire, le réceptionniste, il n'était pas français, mais il avait sur plusieurs générations en arrière, il avait de la famille qui venait de Normandie. Et quand il a su que j'étais française, il m'a montré toutes ses photos, son jardin, sa famille. Enfin, vraiment, ils adorent la France. Donc, franchement, faut pas y aller à reculons et ils seront tout contents s'ils captent que vous avez un accent français. Tant mieux. Vous voyez, on disait avec Martin, faut pas avoir honte de son accent, au contraire. Excellent. Non, franchement, moi, le seul truc où j'ai pas eu de chance, c'est que je suis tombée, par contre, la première fois quand je suis partie en stage, et ça, j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Mais c'était pas les gens du laboratoire, c'était en gros mon encadrant de stage. Il était professeur et en même temps, il était PDG d'une boîte qui cohabitait dans les mêmes locaux que l'université. Et il avait engagé que des hommes d'une
quarantaine d'années, je dirais, qui devaient être misogynes parce que quand je leur posais des questions, ils ne me répondaient pas. Il fallait que j'aille voir un homologue masculin pour lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui poser la même question que moi? Et toi, il te répondra. C'est le seul point négatif que j'aurais à donner, mais franchement, je pense que là, ça dépend vraiment des équipes, ça dépend de plein de choses et que c'est pas représentatif, quoi. Ouais, c'était peut-être un cas particulier, en fait, pour ce cas-là, quoi. Voilà, mais franchement, c'est la seule note négative, sinon je suis toujours tombée sur des gens adorables. Je me souviens, quand je suis arrivée, du coup, j'ai pris une résidence étudiante, je pense que toi aussi, c'était un peu par défaut. Surtout avec le Covid, ça devait pas aider non Ouais. plus à essayer de trouver autre chose. Et moi, c'était pas à cause du Covid, du coup, à l'époque, mais c'est plus parce que ça a été fait dans la précipitation, dans le sens où j'attendais ma réponse qui aurait déjà dû arriver 2 mois en arrière. Et du coup, ben, quand 3 jours après vous sautez dans l'avion, il faut trouver une solution qui est sûre directement. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un dossier pour des résidences étudiantes. Et après, je me souviens que j'avais du coup logé chez l'habitant et du coup, je louais le sous-sol parce qu'en gros, ils l'avaient aménagé pour leur fille qui devait après aller faire des études sur Montréal et il m'avait dit, ben, si tu veux, on te le loue. Et je me souviens que du coup c'était compliqué parce que c'était mon encadrant de stage qui était censé me payer le loyer là-bas. Et ça a mis du temps avant que les virements à l'international soient faits. Et les gens étaient vraiment adorables, je les tenais au courant, je leur disais je suis vraiment désolée, j'ai toujours pas le premier mois de loyer, mais c'est parce que je suis dans l'attente de ce virement. Et franchement, ils m'ont jamais réclamé quoi que ce soit. Et à la fin, je suis arrivée vers la fin du deuxième mois avec les 2 mois de loyer. Et ils ont toujours été hyper compréhensifs et ça. C'est vrai que je sais pas si tu as eu ça. Enfin, du coup, si tu as été qu'en résidence étudiante, peut-être pas trop, mais c'est vrai que niveau Ouais. démarche administrative, c'est le pompon parce que c'est une fois que vous êtes sur place, du coup, pour trouver un logement, moi j'ai trouvé que par rapport à la France, on demandait rien du tout, quoi. C'était affolant. Il n'y avait pas de caution à donner, il n'y avait pas de bail à signer. Enfin, franchement, c'était hyper simplifié et pour une fois, c'était pas mal parce qu'après toutes celles qu'on avait enchaînées et galéré à mener à bout pour pouvoir profiter de l'expérience, c'était appréciable, quoi. Du coup, ouais, moi, je vais reparler des résidences étudiantes. Parce que du coup, ouais, moi, j'avais choisi ça un peu par défaut parce que moi, j'étais sûr d'avoir une place et que ça m'évitait de devoir chercher un appartement dans une ville que je connais pas forcément. Et surtout, ben, avec le Covid, j'étais pas certain que tout Mm. puisse se faire vraiment, ou j'étais pas certain de quand j'allais arriver, j'étais pas certain de si j'allais pouvoir partir ou quoi que ce soit. Donc, c'était un peu une solution de sécurité. Mais en vrai, je pense que c'est vraiment un bon plan, au moins pour quand vous arrivez, de passer un moment en résidence étudiante, le temps de bien connaître la ville. Parce que déjà, vous allez rencontrer plein de monde parce qu'il y aura plein d'autres étudiants. C'est honnêtement, alors moi, toute la vie en Lituanie est vraiment pas chère, mais du coup, moi, la résidence était vraiment pas chère en Lituanie. Donc c'est un logement qui, si vous avez pas trop de moyens, c'est un logement qui vous conviendra super bien. Et en fait, moi, j'y ai passé du coup tout le semestre. Alors c'est sûr que sur la fin, c'était un peu long, notamment être confiné, dans une chambre, qui est pas très grande et d'autant plus si vous êtes plusieurs dans la chambre, ça peut ne pas être évident. Moi, j'ai eu la chance d'être, tout seul dans ma chambre, la plupart du temps, pendant le confinement. Mais du coup, ouais, il y a des moments où vous aurez pas trop d'intimité, mais du coup, je pense que si vous restez sur une longue période, ça peut être une bonne idée d'arriver, de prendre une place en résidence étudiante, parce que du coup, comme vous connaissez pas la ville, vous êtes sûr d'avoir un coin où dormir et pour pas trop cher. Et une fois que vous connaissez, vous pouvez éventuellement chercher un appartement, donc soit une colocation avec les amis que vous serez fait, soit tout seul. Il y a pas mal de gens autour de moi qui ont fait ça. Et donc si vous restez un moment, et si aussi bah, il faut que la résidence le permette, de dire bah, je reste que un mois et après je m'en vais, je pense que ça peut être une bonne solution. Ouais. OK, super. En tout cas, tous les 2, on a l'impression que vous avez pas vraiment eu de problème au niveau du logement et c'est vrai que c'est une vraie question qu'on peut se poser, quoi. Ouais. Donc c'est Non, c'est non, plutôt cool. le logement, en tout cas, moi, j'ai pas eu de soucis. Directement, l'université de Vilnius, quand je me suis inscrit, ils m'ont dit: «Est-ce que vous avez déjà une solution de logement? Sinon, vous pouvez faire votre dossier pour un logement en résidence On peut étudiante. même On vous proposer, quoi. mettra automatiquement dans la résidence qui est la mieux pour votre faculté». Et voilà, donc ça a été fait quasi automatiquement, quoi. Trop bien, Alors quoi. après, moi, je nuancerais un tout petit peu parce que c'est vrai qu'au Canada, par contre, souvent les résidences étudiantes, elles sont très proches des universités, mais du coup, elles sont très chères par rapport à ce qu'on peut trouver un tout petit peu plus loin et pas en résidence étudiante. Du coup, pour le début, c'est vrai, comme tu disais, pour sécuriser un petit peu l'arrivée,
Ouais, mais pour la suite, moi, je le conseille pas forcément au Canada de manière générale. Et puis moi, j'avoue que j'avais pas eu qu'une bonne expérience non plus parce que je me souviens que... Alors après, c'était pas forcément des Canadiens, c'était plutôt des étudiants qui venaient d'autres pays qui étaient en résidence avec moi. Mais moi, du coup, je m'étais fait voler des affaires le temps de me retourner. On m'avait tout pris du produit vaisselle, Ah vous ouais. voyez, le truc super con. Alors que la personne m'aurait demandé, excuse-moi, j'aurais besoin de produits vaisselle, tu pourrais m'en prêter, il y avait aucun problème. Donc du coup, oui et non. Non, D'accord. en vrai, moi, la résidence, j'ai eu aucun souci avec les autres étudiants. J'ai eu vraiment d'aucun problème de vol. On se prêtait tout sans aucun souci. Suffisait de demander, pas de problème. Alors après, alors, je m'entendais forcément pas avec tout le monde, mais il y avait pas de gens qui étaient vraiment insupportables, à faire du bruit tout le temps, à être chiant. Le, sou- le souci que je pourrais dire, c'est que la résidence était un peu vétuste. C'est un bâtiment et du coup proche de la fac, donc peut-être un peu excentré. Mais c'est pour ça que je pense que c'est, en tout cas à Vilnius, ça peut être une bonne solution en arrivant de manière temporaire, parce que ça permet de rencontrer plein de monde. C'est honnêtement vraiment pas cher. Genre moi au début j'étais dans une chambre triple, donc je payais 60 € par mois, je crois. Donc c'est Ah oui. vraiment c'est 3 fois rien. Et, euh, et après même les loyers globalement, je disais en fait toute la vie à Vilnius est pour nous Français vraiment pas cher quoi. Les loyers c'est pour vous donner une idée c'est le même ordre de prix que Saint-Étienne, peut-être un poil plus quoi. C'est donc moi pour vous dire j'avais un ami qui avait un appartement de 60 mètres carrés, non 50 mètres carrés à côté du palais présidentiel, hein, vraiment le bâtiment collé au palais présidentiel, et il payait 500 balles par mois. Donc c'est vraiment en termes de loyer, c'est pas très cher quoi. Ok, bah super, hein. C'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est plein de bonnes nouvelles. Plein de bonnes nouvelles. Ok, on va arriver vers la fin de ce live. Est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de rajouter? Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? On aime bien poser cette question en général en fin de podcast ou de live, comme ça, souvent si on arrive, si on manque quelque chose que vous auriez voulu rajouter, on ne le rate pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Comme tu veux. Ah bah, vas-y, si t'as quelque chose à dire, vas-y. Bah, du coup, moi, je rajouterais juste une chose. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais avant de partir au Canada, du coup, je m'étais rapprochée d'une fille qui s'appelait Léa Bonhomme, qui était de la promotion au-dessus de moi à Télécom, et je savais qu'elle avait fait un stage dans un endroit similaire, et du coup, je lui avais demandé de l'aide pour les démarches. Et c'est vrai que moi, du coup, c'est un truc, n'hésitez pas à contacter, même si c'est pas forcément que la promo du dessus, mais moi, par exemple, ça me dérange absolument pas qu'on me contacte pour aider dans les démarches administratives ou comment rechercher un stage ou d'autres choses parce que franchement je trouve que c'est pas que télécom hein, de toute façon c'est en général moi quand j'ai fait du coup mon double master franchement à Montpellier ils étaient pas plus enfin ils étaient pas plus au courant de tout ce qu'il fallait faire donc du coup moi je trouve que des fois on a meilleur temps de contacter des étudiants qui l'ont fait récemment pour savoir comment bien mener sa barque au milieu de tout ça plutôt que d'essayer de passer par l'université ou l'école d'ingénieur qui des fois va sortir les rames, c'est pas vraiment, alors que les étudiants ils y ont été confrontés et ils savent vous répondre quoi. Donc ça, pas hésiter vraiment à contacter, même si vous connaissez. Moi franchement demain, si j'avais un télécomien qui m'écrivait et que je le connaissais pas, il y aurait aucun problème pour l'aider quand même. Enfin, il faut pas se bloquer à cause de ça, c'est vraiment trop bête quoi. On peut s'épargner tellement de difficultés, il y en a suffisamment déjà. Comme ça, si on peut en éviter quelques-unes, autant le faire. Super cool. Bah, en tout cas, merci, c'est trop top. Trop top. Et toi alors, Martin? Petit dernier truc? Du coup, non, j'ai pas grand-chose à rajouter, mais si ce n'est que pareil qu'Émilie, hein, si vous avez des questions à poser sur quoi que ce soit par rapport à l'inscription, à la vie sur place, quoi que ce soit, moi je répondrai avec plaisir, il y a vraiment pas de souci. Et pas se Bon, bloquer bah, à cause de la langue, comme on a dit, parce que ça, Ouais. franchement, c'est trop bête. Moi, vraiment, enfin, j'ai plus exactement mes scores de TOEIC en tête, si ça peut en décomplexer certains, mais franchement, j'étais, je sais plus, peut-être, je vais pas dire de bêtises, j'étais au-dessus de 700, mais franchement, pas très haut, 735, quelque chose comme ça. J'étais vraiment pas bonne pour vous dire, quand j'ai passé mes concours après la prépa,
j'avais pris allemand LV1 parce que j'étais bien meilleure en allemand qu'en anglais. Donc vraiment, enfin, il faut décomplexer là-dessus et c'est en pratiquant qu'on s'améliore vraiment, quoi. Il faut pas s'auto-flageller avant de sortir la phrase parce qu'elle sera pas parfaite grammaticalement. Franchement, c'est pas ça qui doit bloquer, quoi. Ouais. Et bah, du coup, pour en remettre une couche, moi j'avais dans ma résidence et dans ma chambre un colocataire roumain qui parlait vraiment en arrivant pas très bien anglais. Et vraiment en 4 mois, j'ai pu voir qu'il avait progressé. Et on a aussi, même si vous n'êtes pas sûr de vos phrases ou quoi que ce soit, si vous manquez un mot, c'est vraiment très facile de prendre au téléphone, d'aller rapidement sur Google Traduction ou quoi que ce soit, d'aller chercher le mot en fait, c'est ce qu'il faut faire parce qu'une fois que vous l'aurez cherché, il y a de grandes chances que vous le reteniez et du coup, ça vous fait plus de vocabulaire et c'est un des trucs les plus importants, quoi. Donc, non, la langue, c'est vraiment pas. Faut pas en faire un blocage. Il y a des gens qui parlaient pas très bien anglais que j'ai croisés. J'ai même croisé des gens qui parlaient pas anglais, qui venaient en Erasmus ici, qui parlaient genre 3 mots d'anglais, Mm. et qui sont quand même fait. Alors, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est c'est pas tant un souci que ça, la langue. Faut pas vous en faire dire: «Ah non, j'arriverai jamais à tenir une conversation», on Mm, mm, de toute façon, on va jamais vous demander enfin, vous allez pas faire une présentation devant je ne sais combien de personnes, c'est juste vous parlez avec quelqu'un qui sera, votre ami ou juste une connaissance, quelqu'un qui est dans la même situation que vous, donc il y a aucun stress à avoir. Et Ok, surtout si c'est des super. cours, désolée du coup Quentin, Vas-y, je t'en prie, vas-y. mais c'est vrai que si c'est des cours, je sais pas si tu as eu ce sentiment-là, mais moi du coup j'ai suivi des cours à distance à cause du Covid, mais de l'université d'Ottawa, donc en anglais, et je trouve que les profs, enfin franchement, ils font preuve de beaucoup de compréhension et que s'il y a besoin d'aide parce que vous n'avez pas compris quelque chose, même si c'est à cause de la barrière de la langue justement, franchement ils ont aucun problème à vous dire vous voulez qu'on fasse une petite visio juste tous les deux pour vous réexpliquer, enfin franchement ils sont hyper ouverts là-dessus, donc il faut pas avoir honte, au contraire je pense que les gens apprécient quand vous essayez de faire l'effort de comprendre et que c'est pas, ils sont pas là à vous juger parce que justement vous demandez de l'aide et que vous manifestez le fait que vous comprenez pas forcément tout dans la langue qui est pas la vôtre. C'est super ce que vous précisez. J'ai une petite dernière question avant qu'on conclue ce petit live. Est-ce que financièrement, c'est galère? Parce qu'on sait qu'il y a plein d'aides, on sait que voilà. Est-ce que concrètement, est-ce que tout le monde peut faire un voyage à l'international dans le cadre de ses études? Bah, Ouais, peut-être je Martin en sais. premier. Allez, je commence. Du coup, moi, comme j'ai déjà dit, Lituanie, c'est un pays où la vie est pas chère. Et du coup, si vous voulez partir en Lituanie, honnêtement, moi, du coup, j'ai eu la bourse Erasmus de l'Université de Jean Monnet et la BRMI qui est donnée par la région, qui sont les deux bourses auxquelles vous pouvez postuler. Donc, j'ai eu les deux. Et en plus, j'avais travaillé cet été pour me faire un peu d'argent. Et alors, du coup, j'ai fait moins de dépenses que ce que j'aurais pu faire parce que j'ai été confiné un peu. Mais honnêtement, j'avais encore plein d'argent en rentrant en France, hein. Je pense que j'aurais très bien pu faire tout mon Erasmus avec juste les bourses. Je pense que, en tout cas pour la Lituanie, ça suffit largement. Les bourses enfin, sont dimensionnées de manière tout à fait correcte pour avoir de quoi vous loger, vous nourrir et faire des sorties sans vous priver enfin, forcément, vous n'allez pas non plus pouvoir vous dire, ah tiens, si je faisais une croisière sur la Baltique, enfin, déjà, Ouais, enfin, voilà. Mais les vacances, en quoi. tout cas, avec les bourses, moi en Lituanie, j'avais largement de quoi vivre normalement sans me priver de sorties ou de quoi que ce soit, quoi. Je pouvais vraiment vivre tranquillement. Super, quoi. Donc ça vaut le coup de faire les démarches, quoi. Ouais, en tout cas, Même la si c'est galère. Lituanie, l'argent ne sera pas un problème. D'accord, D'autant plus ok. qu'ils ont l'euro. Donc, Ouais. Et pour toi, Émilie, ça n'a pas été un souci non plus? Alors moi juste avant je vais rebondir sur ce que disait Martin, c'est vrai que moi j'ai une copine qui est lettonienne du coup et c'est pareil, c'est vrai que quand elle est arrivée en France elle avait un peu halluciné parce que c'est vrai qu'en Lettonie c'est pareil, tout est très peu cher comparé à chez nous, donc c'est vrai que je pense qu'il faut choisir avec soin son pays en fonction de ce qu'on veut faire. Le mieux moi j'avoue pour le Canada c'était d'avoir l'argent à avancer avant, donc comme disait Martin, travailler avant c'est mieux parce que c'est vrai que moi les bourses, la galère que j'ai eue c'est que elles ont mis du temps sur la fin de mon stage à arriver, une partie.
Et du coup, là, si j'avais pas avancé une partie, ça aurait été un peu compliqué. Mais sinon, je pense que oui, pour financer, sinon, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des choses. Alors moi, je sais plus, j'avais fait des demandes. Alors, c'était pas Erasmus parce que c'était pas l'Europe. Je sais plus c'était quoi comme programme, je pourrais juste rejeter un coup d'œil, mais j'avais postulé à 2 bourses auxquelles on pouvait postuler. Ça ressemblait à Erasmus, c'était le même principe pour postuler. Faudrait que je retrouve ce que c'était. Et une autre, moi, que je conseille, chaque année, elle est proposée à Télécom et il y a très peu de gens qui postulent, alors que le dossier, j'ai jamais fait un dossier aussi vite de ma vie pour postuler à une bourse. C'est Amopa et je crois que c'est Bruno Soviac qui envoie souvent le mail et souvent on n'est que 3 étudiants ou 2 à répondre. Bah, du coup, on est automatiquement sélectionné pour envoyer notre dossier. Et c'est vraiment... Là, moi, j'ai de nouveau aidé cette année un étudiant. Alors, je sais plus qui c'était. C'était peut-être Martin Michelet, peut-être, qui voulait aussi, qui a vu que j'avais été lauréate. Donc ça, si vous tapez Amopa sur Internet, vous avez la liste des lauréats et d'où ils viennent. Donc c'est spécifié. Moi, par exemple, alors je sais plus, j'étais l'année 2018, je crois. Et du coup, il y a mon nom et l'établissement d'où je venais. Donc moi, c'était Télécom Saint-Étienne. Et du coup, c'est facile de retrouver qui était lauréat et de lui demander comment il avait rempli le dossier. Et franchement, moi, du coup, j'avais touché avec ça 500 euros. Alors ça vous finance pas tout. Mais c'est une aide comme ça où vous y passez franchement 1 heure grand maximum à faire votre dossier et c'est 500 euros. Donc ça vous fait une partie d'un billet d'avion ou un premier logement. Mais franchement, ça vaut le coup. Et je pense que, ouais, franchement, suivant les efforts qu'on veut, enfin, suivant à quel point on veut s'investir dans les démarches avant pour tout ce qui est bourse, il y a quand même moyen de choisir un pays en conséquence et de trouver des financements. Il faut se renseigner, quoi, parce que tout n'est pas précisé. Enfin, des fois, il faut chercher par soi-même pour trouver des financements, mais qu'il y a vraiment moyen de faire des choses. Ok, super. Bah, en tout cas, ça motive et ça encourage. En tout cas, c'est super cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux pour ce petit live de ce soir qui était très sympathique. Merci à toi, Mathieu, également. Voilà, c'était très sympa. Moi, je suis très content. J'ai passé une très bonne soirée. J'espère que ça vous a plu aussi. Bah Euh, ouais. Ouais, c'était cool. Bon, bah, super. Mathieu, peut-être veux-tu nous parler de la suite de Twitch pour l'année prochaine? Si tu as envie d'un Euh, petit peu ouais, d'en ouais. expliquer. Bah, merci déjà à tous Ça ceux va t'intéresser? qui ont été présents pour les différents lives, à la fois en intervenant et à la fois en tant que viewer, sur Twitch et sur la chaîne YouTube, parce qu'on a fait de belles performances sur YouTube. On a des belles petites vidéos. Allez vous les voir toutes, je vous les conseille toutes. En plus, vous avez 2 mois de vacances pour les regarder. Donc maintenant, il y a plus de, il y a plus d'excuses. Plus d'excuses cet été. Maintenant, allez regardez-moi ça. Partagez ça avec toutes vos familles. Moi, je veux que vos grands-parents regardent aussi. Euh, Non, non, mais donc là, on est rentré un peu en communication avec Télécom. Donc, durant l'été, on va travailler sur pas mal de projets pour la rentrée. Vous inquiétez pas, je pense que ça peut être aussi une crainte pour certains élèves. On a nos frontières, on a nos zones aussi qu'on va défendre pour garder un peu nos libertés. Je vais revenir aussi, bon, je pense pas qu'ils sont présents là ce soir, mais je reviendrai vers vous aussi les bureaux, les différentes assos. Je pense que le BDA ça peut vous parler bien plus que les autres, mais on fera déjà des présentations aussi l'année prochaine pour les FISIN, les prochains FISIN, des assos, de qui est qui fait quoi. Je pense qu'on a bien vu avec le Covid, il fallait trouver d'autres alternatives pour que. Exactement, faire de la propagande, exactement, c'est ça Yann. T'aurais dû être avec nous ce soir, mais t'inquiète, on pense à toi. Et donc voilà, donc on est en cours de discussion avec les autres instances de Télécom pour vous apporter un contenu encore plus divertissant et plus enrichissant avec des vrais professionnels, plus des chercheurs du laboratoire, des collègues d'Emilie. Et donc pour vraiment vous apporter un maximum de points de vue, de choses qui peuvent vous aider à trouver une orientation, vous mettre en contact avec des gens. Voilà, je pense que je peux en parler là, mais voilà, quand Martin t'est revenu me voir pour dire que le live sur la recherche t'avait fait un plaisir, bah, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment plaisir de savoir que ça peut aider des gens, ou en tout cas leur donner des contacts. Ce soir, c'était encore l'objectif aussi. Juste pour préciser, voilà, je continue dans ma tirade, mais ce soir, on était sur un premier épisode. Ouais, fais le focus, s'il te plaît. euh, de, d'une grande série où on viendra, on échangera avec plein d'étudiants qui sont partis dans plein de pays différents, voire dans les mêmes pays, parce que chaque expérience est unique. euh, pour échanger avec eux et pour que vous puissiez avoir un maximum
d'expériences différentes et que de têtes aussi, contactez. Je pense voilà, ils vous l'ont dit tout à l'heure, n'hésitez surtout pas. Vous tapez leur nom, leur prénom sur Facebook. Bon, il y a peut-être une nom d'assos ou un nom de, de liste Oui, qui se glisse entre les noms, mais Normalement, j'ai enlevé. Il y a moi peut-être faut que je aussi. le fasse, c'est toujours pas fait, c'est la honte. non, mais Vous êtes après, sur encore attaché aux racines, quoi. Il y en a qui sont. Voilà, du coup, tout le monde sait que voilà, j'ai fait le BD, du coup, là, je peux pas renier. Non, là, je pense que ouais, c'est marqué là. Mais voilà, donc vous avez juste à taper un nom, un prénom sur Facebook, sur Messenger, ou on vous sur mettra les Internet. mails, ou sur l'intranet exactement aussi, Moi, parce faut que aussi- mais- les anciens élèves sont encore sur l'intranet. Et vous avez leurs adresses mail, leur LinkedIn, leurs contacts. Et puis sinon, il y a nous, les responsables de la chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à échanger. C'est vraiment le but enfin, c'est vraiment l'objectif de cette chaîne. Vous créez des contacts, ou en tout cas mettre des têtes pour que vous puissiez avoir des Ouais. référents dans plein de domaines différents, que ce soit de l'orientation professionnelle, des volontés de voyage, de double diplôme, voilà tout ça. Voire même des amis, parce que vous avez peut-être apprécié les gens avec qui on a discuté ce soir et que vous voulez boire un coup avec eux, n'hésitez surtout pas à leur payer à boire, je pense qu'ils seront contents. Euh, J'en et profite voilà. pour dire que je serai au Sogi vendredi. Voilà, donc il y a des invitations qui sont lancées. Donc je referai un message sur TSE les gros spams pour un renouvellement de l'équipe, parce que malheureusement et heureusement pour eux, Quentin, Loris et Yann qui s'occupaient de tout ce qui est l'overlay autour de nous. Alors aujourd'hui c'était un peu plus compliqué, mais les animations, les vidéos YouTube, etc. C'est Yann qui s'occupe de tout ça. Donc ils partent tous les trois à IMTBS en média l'année prochaine. Donc je serai tout seul entre guillemets, ils seront à côté de moi, ils seront sur mes épaules pour m'aider. Euh, donc j'aurai besoin des futurs étudiants pour faire continuer la chaîne, la faire perdurer dans le temps. Et voilà. Donc je referai un petit message, n'hésitez pas à me contacter, à partager. Et voilà, je pense on finit, on clôture cette saison, clôture cette première petite saison. J'espère que ça vous a plu. On écoute tous les retours. Et puis je vous fais plein de bisous. Je pense que le mot de la fin, il est allez les bleus, tous Ouais. ensemble. Et puis voilà, merci à tous. Bonne Merci soirée, Eh ben, merci à vous. Cool. bon Merci de match cette expérience, trop bien. et à la prochaine. À la prochaine, bonne soirée à tous.